Donc, je vais vous parler du travail que j'ai effectué à l'automne dernier à l'Agroscope, qui concernait l'utilisation des râteliers automatisés sur des chevaux vivant en groupe. Alors, je vais rapidement vous présenter l'étude et ensuite j'aborderai les deux comportements qui ont été étudiés. Donc, d'une part, la dynamique de repos couché des individus et d'autre part, les interactions sociales et les blessures qui ont pu en découler. Donc pour la partie présentation de l'étude, rapidement pour remettre le contexte, les chevaux à l'état naturel, ils mangent des fibres sur l'ensemble de leur journée avec une prise alimentaire qui va être supérieure à 15 heures par jour et un maximum de 4 heures de pause entre chaque repas. Tandis qu'en général, les chevaux en alimentation domestique ont plutôt une ingestion de fibres qui va être fractionnée en 1 à 3 repas, avec de fait une alimentation selon la taille du repas qui va être inférieure à 15 heures par jour et des temps de pause entre les repas qui vont être supérieurs aux 4 heures de pause usuellement pratiquées par les chevaux. Donc le problème de ce type de gestion, c'est que ça peut augmenter le risque d'ulcère et également créer des troubles du comportement. Et pour autant, on sait qu'alimenter les chevaux à volonté peut également poser des problèmes en termes de santé, et notamment des risques de surpoids avec des individus qui sont généralement de race rustique et avec une activité peu intense comme une activité de loisir par exemple. Donc du coup, l'une des solutions qui se développe petit à petit, c'est l'utilisation de râteliers automatisés qui permet en fait de répartir l'ingestion de fibres sur la journée avec une prise alimentaire réduite en termes de temps, mais le tout selon l'organisation des créneaux horaires qui sont programmés avec un maximum de 4 heures de pause entre les repas. Donc l'idée, ce serait de réduire les risques évoqués précédemment avec une vie possible en groupe, vu que c'est un format de râtelier classique en fait, qui va juste être programmé pour donner accès ou non au fourrage, et le tout à charge de travail égale, vu que tout est automatisé par l'usage de volets, que vous pouvez voir sur cette photo ici. Et donc l'objectif de l'étude, comme je l'ai évoqué précédemment, c'était les effets sur le repos couché, vu qu'on va avoir des horaires d'alimentation qui peuvent être par exemple proposés la nuit, alors que l'on sait que les chevaux ont des horaires préférentiels pour se reposer. Quel comportement ils vont adopter lorsqu'ils vont avoir une concurrence potentielle entre ces deux activités, et également les effets sur les interactions sociales et les blessures face à une réduction d'un accès à une ressource. Donc en termes de méthodologie, on avait 3 groupes de 5 juments qui avaient leur atelier qui était ouvert 10 heures par jour, avec des intervalles inférieurs à 4 heures. Et parmi ces 10 heures, 6 heures étaient sur des horaires de repos couché. Le repos couché a été analysé à l'aide de capteurs qui ont été posés sur les antérieurs des juments. Les interactions sociales ont quant à elles été observées pendant une dizaine d'heures par groupe, durant lesquelles on notait les comportements d'interaction agonistique qui allaient de la menace de la tête à un comportement de morsure ou un simple comportement d'évitement d'une autre jument. Et les heures ont été réparties partiellement sur des horaires où le râtelier était fermé et partiellement sur des horaires où le râtelier était ouvert. Les blessures ont quant à elles été relevées 2 fois par semaine. On notait leur gravité, qui allait d'une perte de poil à une blessure qui pouvait avoir une présence de sang, ainsi que leur nombre sur chaque jument. Donc, concernant maintenant le repos couché, rapidement pour présenter un peu les comportements généraux des juments qu'on a eus. Donc chaque box plot représente une de nos juments et vous avez ici le temps couché par jour avec en couleur en plus sombre les juments qui avaient un haut rang hiérarchique et en plus clair les juments plutôt dominés. On a pu observer que l'ensemble de nos juments pratiquement dormaient moins de 10% du temps journalier, ce qui ne correspond pas à ce qui est présenté dans la littérature comme un comportement normal. On avait d'ailleurs une moyenne de 4% avec une jument qui dormait d'ailleurs jusqu'à seulement 5 minutes par jour, ce qui est extrêmement faible. D'ailleurs, certaines juments ont présenté des comportements de pseudo-narcolepsie du fait du manque de sommeil. Et on n'a pour autant pas pu observer, comme vous pouvez le voir, de lien entre hiérarchie et repos couché. Il n'y a pas spécialement d'organisation dans la couleur que vous pouvez voir sur le graphique entre les juments qui sont dominées ou dominantes. Ça ne nous a pas permis, contrairement à ce qu'indique la littérature, de voir que les juments dominantes dormiraient plus. Ici, ce n'était pas le cas en tout cas.
Donc, concernant ensuite l'effet du râtelier, donc sur ce graphique, je vous ai mis cumuler les temps de repos qu'on a pu observer. En surligné, je vous ai mis ceux qui sont préférentiellement normalement utilisés par les chevaux pour dormir. Et je vous ai mis une couleur différente selon si le râtelier était ouvert, donc c'était en jaune, et je vous les ai mis en vert lorsque le râtelier était fermé. Et on voit assez distinctement que les juments ont préféré se reposer lorsque le râtelier était fermé et qu'elles ne l'ont pratiquement pas fait lorsque le râtelier était ouvert. Et ce qui a pu aussi nous marquer, c'est que vous voyez sur les horaires de 7, 8 et 9 heures, on a pu observer des comportements de repos couché, alors que ce n'est pas spécialement un comportement qui est décrit dans la littérature. Donc ça peut poser question. Notamment sur le fait de savoir si est-ce que ce comportement de repos matinal pourrait être lié à un décalage du temps de repos qui n'a pas pu être effectué la nuit. Mais n'ayant pas de traitement de contrôle, on ne peut pas l'affirmer, c'est simplement une hypothèse. On pourrait juste avoir des juments qui ont cette habitude de repos déjà initialement. Et on a également du coup assez distinctement vu que lorsqu'il y a concurrence entre l'activité d'alimentation et l'activité de repos, les individus ont préféré s'alimenter. Donc les pistes qui pourraient être utilisées pour le moment, ce serait d'adapter les horaires d'ouverture pour éviter cet aspect de concurrence entre les deux activités, et également de s'assurer qu'il y ait assez de places de repos pour que l'ensemble des individus puissent profiter sereinement en fait, de l'espace de repos et avoir un maximum de chevaux qui se couchent en simultané. Malgré que là, on correspondait aux recommandations de la littérature, c'était visiblement pas suffisant pour que les juments se permettent ceci. Et ensuite, c'est surtout que ça ouvre la piste à de futures études sur les modes de programmation qu'on va pouvoir mettre en place plus précisément pour permettre aux individus de se sentir bien et d'exprimer leur comportement de repos. Enfin, donc, les interactions sociales et les blessures. Donc, je vous ai mis un petit tableau avec les différentes interactions sociales qu'on a pu observer. Donc, une jument qui en chasse une autre, les morsures, coups de pied, les menaces, les déplacements passifs, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand une jument, simplement par le fait qu'elle se déplace, va avoir un effet sur une autre jument qui va se décaler pour la laisser passer. Et également une jument qui pousse une autre jument par un contact, par exemple, de la tête sur son corps. Et je vous les ai différenciés selon l'ouverture du râtelier. Déjà, ce qu'on observe assez distinctement en regardant les pourcentages en général, c'est qu'on a principalement, comme je vous l'ai encadré en rouge, des déplacements passifs et des menaces. On a eu très peu d'actions effectives. Les 90% de nos interactions, c'était simplement des interactions à distance sans aucun contact entre les chevaux. Donc ça laisserait supposer a priori une moindre dangerosité dans les interactions agonistiques qu'on a pu observer. Comme on pouvait s'y attendre, on a plus d'interactions négatives lorsque le râtelier s'ouvre. Et comme on peut le voir, avec 45 interactions par groupe par heure contre 30 lorsque le râtelier était fermé. Et on a eu, sinon dans la répartition du type d'interaction entre le râtelier ouvert et le râtelier fermé, on a eu plus de menaces lorsque le râtelier était ouvert et plus de déplacements passifs lorsque le râtelier était fermé. Donc globalement, ce qui peut aussi s'expliquer par l'effet de densité lorsque les animaux se regroupent autour du râtelier. Et si on regarde, si on met ici en relation avec les blessures, donc a priori on a des juments qui devraient avoir pas spécialement un risque accru de blessure avec le râtelier lié au cou, vu qu'elles ne se tapent pas, tout simplement. On a eu en moyenne 6 à 7 blessures par jument, mais c'était extrêmement variable. On a eu des juments qui n'ont eu aucune blessure. Et à contrario, on a eu une jument la plus importante est montée jusqu'à une vingtaine de blessures. Donc on les a différenciées par localisation sur le corps, donc l'encolure, les jambes, la tête et le corps. Et comme on le voit ici, on a eu plus de blessures sur plutôt le corps et la tête. On a eu au total une centaine de blessures. Sur la centaine de blessures, on en a eu 37 qui étaient sur le corps. On en a eu 29 qui étaient sur la tête et le reste qui était réparti sur les jambes et l'encolure, avec seulement 9 blessures sur l'encolure. Et en réalité, en regardant le type de blessures qu'on a pu observer, on s'est rendu compte que les blessures sur le corps étaient principalement dues à d'autres juments et les blessures sur la tête étaient principalement dues en fait, à des chocs qu'elles se faisaient elles-mêmes sur leur atelier en ayant des mouvements d'évitement en fait. Et à savoir qu'on a l'impression qu'il y a la même répartition tête-corps, mais en réalité, la majorité des blessures sur le corps étaient sur des juments de faible rang hiérarchique.
et alors que les blessures sur la tête étaient réparties de façon à peu près équivalente, quel que soit le rang des juments. Du coup, pour cette partie interaction sociale et blessures, on a un effet de la limitation de la ressource et de la densité lors des moments de repas, avec la réduction de l'espace, en fait, notamment par le nombre de places présentes pour les juments, mais également potentiellement les barrières qui pouvaient être à proximité des râteliers, qui augmentent du coup les comportements d'agressivité chez les juments. Mais pour autant, on a eu peu d'actions effectives, donc peu de risques de blessures directes qui va être présent de façon accrue au moment de l'ouverture du râtelier. C'est autant présent que lorsque le râtelier était fermé. Mais par contre, les blessures indirectes liées aux menaces étaient quand même à considérer lors des comportements de fuite, comme expliqué précédemment, lors d'une réaction à une autre menace, ou même peut-être en effectuant une menace, elle pouvait, dans l'aspect brusque du geste, se cogner elle-même en fait. Donc de ce côté-là, en termes de pistes, ce serait d'assurer un nombre de places suffisant au râtelier, à savoir qu'ici on avait 16 places pour 5 juments. Donc, et sachant que sur les 3 groupes qu'on avait de juments, un groupe avait un râtelier d'un seul tenant et l'autre groupe avait 2 demi-râteliers en fait accessibles. Donc on respectait déjà les recommandations générales que l'on peut voir, et pour autant ça n'avait pas l'air d'être suffisant pour les juments. Mais du coup, ce qui pourrait être une seconde piste, ce serait de aussi gérer l'espace autour du râtelier. Notamment, parfois, on avait des goulots d'étranglement ou des râteliers qui étaient très proches de barrières et qui faisaient que la mobilité autour du râtelier ou l'accès à certaines places était compliqué pour les juments. Ça pousse aussi à ne pas négliger l'observation des comportements de menace dans les risques de blessures. En général, on se dit peut-être que si ça ne touche pas, ça ne blesse pas, mais visiblement ici, ça n'a pas été le cas. Et ça à mettre en lien du coup à l'ergonomie des dispositifs de rationnement, en fait, afin d'avoir des dispositifs qui peuvent être sécuritaires, notamment en termes d'angle ou de barreaux, pour que les juments se cognent le minimum possible dedans, et avec, si c'est le cas, le minimum de risque de blessure. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est l'adaptation des horaires d'ouverture est un réel point qui pourrait être travaillé pour offrir un temps de repos couché suffisant aux chevaux, sachant que le repos couché est nécessaire, comme on a pu le voir, vu qu'avec le comportement de pseudonarcolepsie, il ne peut pas être substitué à 100% par du comportement de repos debout. Laisser un espace de repos suffisant aussi pour permettre à l'ensemble des individus de se reposer un maximum lors des temps qu'ils peuvent y consacrer. Et côté sinon gestion des interactions et de la stabilité des groupes, assurer un nombre de places au râtelier pour permettre aux individus d'avoir suffisamment d'espace pour ne pas avoir besoin d'avoir des interactions agonistiques avec d'autres individus. Et également gérer l'ergonomie, que ce soit de la stabulation en général ou des dispositifs qui vont être installés. Sachant que ceci était une étude pilote, donc on peut uniquement poser des hypothèses parce qu'on n'a pas eu de traitement de contrôle pour savoir comment les juments se comportaient avant ou comment les juments se comportaient avec d'autres types de gestion du rationnement. Mais cette dite étude est en cours afin de comparer 3 gestions différentes de rationnement. Donc vous aurez a priori des réponses plus concrètes et plus précises prochainement. Merci.